tout le monde. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle séance des études quantitatives selon une démarche recherche scientifique. Je tiens toujours à remercier l'équipe Qaraya Ftar de nous avoir donné cette opportunité d'être mis en contact avec vous pour pouvoir répondre à l'ensemble des interrogations et répondre à vos besoins en ce sens. Cette vidéo vient comme suite à l'ensemble des séances précédentes sur les études quantitatives. Donc, on est beaucoup plus dans les approches quantitatives, hein, pour être plus exact, c'est-à-dire les approches de recherche selon une perspective quantitative. On n'est pas uniquement dans les études quantitatives parce que nous sommes dans la recherche scientifique, hein. Nous ne sommes pas uniquement dans le domaine des études, hein, mais nous sommes dans le domaine de la recherche scientifique. L'objectif de cette séance est de parler un peu des variables sous forme d'échelle de mesure en vue de tester les hypothèses de la recherche. Et donc, je rappelle que l'objectif d'une démarche quantitative plus ou moins est soit de tester un modèle, soit de faire des analyses descriptives, hein, plus ou moins. On est soit dans l'approche de test, soit dans l'approche descriptive, ou alors dans l'approche des segmentations et des approches comparatives. Et donc là, moi, je m'intéresse beaucoup plus à l'aspect test d'hypothèse, parce que c'est là où il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Pour les autres aspects, c'est un peu plus simple. Donc, lorsqu'un doctorant commence par concevoir son modèle conceptuel, c'est-à-dire l'ensemble des concepts qu'il va conjuguer, et tout à l'heure je vais illustrer par beaucoup d'exemples, il est amené à tester des liens. Donc, une hypothèse, c'est un lien positif ou négatif entre un concept A et un concept B. Et je tiens toujours à préciser cela parce que il y a beaucoup de doctorants qui font cette erreur de proposer une hypothèse où il y a une affirmation. Non, en principe, une hypothèse, c'est un lien entre deux concepts qu'on cherche à tester empiriquement. Je ne parle pas de l'hypothèse centrale du travail, hein. Une hypothèse centrale du travail pourrait être un postulat, pourrait être un constat, mais là, nous sommes dans une approche plus ou moins quantitative. Et donc, lorsque je dis le chercheur va tester la relation ou va supposer la relation entre un concept A et un concept B, donc le concept A doit être mesuré et le concept B doit être aussi mesuré. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une relation entre le salaire et la motivation au travail? Donc, le salaire, il faut le mesurer et la motivation au travail, il faut la mesurer. Donc, lorsque je dis salaire, on peut le mesurer d'une manière directe, d'une manière quantitative. Quel est votre salaire ou quelle est votre tranche de salaire? Donc, c'est une question directe et la réponse va être une variable quantitative continue qui varie. On n'a pas de problème dans ce cas. Mais la motivation, c'est un problème. Comment on va mesurer la motivation? Est-ce qu'on va poser une question unique? Est-ce qu'on va poser une échelle? Est-ce qu'on va proposer des réponses et le répondant doit cocher? Et donc là, nous sommes dans ce qu'on appelle une variable latente. Alors, une variable latente, c'est une variable cachée. C'est une variable qui n'est pas manifeste. Donc, dans la recherche, on fait la distinction entre les variables manifestes et les variables latentes. Une variable manifeste, c'est lorsqu'on peut la voir directement en posant la question aussi d'une manière directe. Quel est votre salaire? Il va nous répondre directement. Ou alors, s'il ne peut pas nous répondre, ben, on trouvera cette donnée qui pourrait être une donnée existante. On pourrait prendre une base de données des salariés et on prendra le salaire de la personne en question. Mais la motivation, c'est un aspect comportemental. La motivation, c'est une variable comportementale cachée. La motivation, c'est ce qui détermine le comportement. Et donc, c'est la partie cachée de l'iceberg. On ne peut pas la voir et dans certains cas, il y a même des répondants qui ne sont pas capables de s'exprimer
objectivement parce que ça dépendrait de leur état d'âme dans la journée en question. C'est-à-dire, un jour, il est satisfait de son travail, il a envie de travailler, il va dire oui, je suis très motivé. Un autre jour, il vient d'apprendre une nouvelle qui ne l'a pas du tout plu, et donc il pourrait te dire non, je suis pas du tout motivé. Et donc, est-ce que le fait de lui poser la question directement va nous donner la réponse objective? Non. Et donc, les variables latentes, qui sont des variables cachées, qui ne sont pas manifestes, c'est un ensemble de variables qui déterminent le comportement, comme j'avais dit. Et là, nous trouvons l'attitude, l'intention, la motivation, le risque, l'implication, la perception, l'attitude, bon, tout ça, hein, les composants de l'attitude, l'appréciation. Bon, il y a toute une batterie de variables et je pourrais dire que la majorité des variables en ressources humaines, la majorité des variables en marketing sont des variables latentes. Et c'est pour ça que le marketing et les ressources humaines sont les plus concernés par ces démarches de test d'hypothèses de variables latentes. Les gens qui s'intéressent beaucoup plus à la finance, à la logistique, à la gestion de production et tout ça, donc généralement, ils ne travaillent pas beaucoup avec des variables latentes parce que toutes les variables sont manifestes. D'accord? Donc j'espère que j'étais clair par rapport à ce premier point. C'est très important. Et donc, lorsque je dis nous avons des variables latentes, il faut savoir que ces variables vont s'articuler selon des modèles. Alors ça, c'est un exemple tiré voilà, de l'auteur que vous voyez en bas. C'est Kala Jean-Robert, qui cherche à expliquer l'acceptation et l'usage de la technologie, donc selon la théorie de Lutoth. Donc Lutoth, pour lui, c'était la théorie ou le modèle théorique à partir duquel il a pu tirer un modèle conceptuel. Et donc, généralement, c'est ce que vous allez faire tous, hein. Vous aurez une théorie de fond ou deux théories de fond à partir de laquelle vous allez tirer un cadre conceptuel, c'est-à-dire des concepts que vous allez articuler et à partir de que vous allez commencer à démontrer votre valeur ajoutée. Donc, votre valeur ajoutée va être dans la sélection des concepts que vous allez articuler. Et donc, comme vous voyez ici, c'est un exemple de variable qui exerce un effet direct sur l'acceptation et l'utilisation de la technologie. Il y a l'utilité perçue de la technologie, il y a la facilité d'utilisation toujours perçue, il y a l'influence sociale, il y a les conditions facilitatrices. Donc, tout ça, ça vient directement de Lutoth, qui est en fait un développement de la théorie du TAM, etc., etc. Donc, les gens qui travaillent dans l'acceptation de technologie vont comprendre de quoi je parle. C'est une théorie de fond pour tout ce qui est usage technologique, digitalisation, paiement en ligne, interaction avec des plateformes, ben, tout ça. Généralement, c'est géré par la même théorie. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette théorie. Donc, lorsqu'on choisit une théorie comme ça, notre objectif en tant que chercheur, c'est de justifier ces liens. Donc, chaque lien entre deux concepts, il va être matérialisé par une hypothèse. Et donc, l'hypothèse 1, ça va être le fait que l'utilité perçue va déterminer l'acceptation et l'usage d'une technologie. C'est-à-dire, il faudrait l'exprimer ouvertement. On va dire, plus la solution a une utilité perçue pour le client, plus il aura une acceptation et une intention d'usage d'une technologie, par exemple. Et donc, il faudrait montrer le lien. Est-ce qu'il est positif ou négatif? C'est pour ça que, par la suite, lorsqu'on va voir les démarches de test des hypothèses, cette notion de lien positif ou négatif, c'est ce qui va faire que l'hypothèse soit validée ou rejetée. Et donc, l'utilité perçue, la facilité d'utilisation perçue, l'influence sociale, les conditions facilitatrices, tout ce que vous voulez, ce sont des aspects à mesurer. Nous avons en bas, comme vous voyez, la H3A, c'est l'ancienneté. C'est-à-dire, on dit que l'ancienneté pourrait être une variable qui va modérer l'hypothèse H3. Et donc, ça va être une variable modératrice. Elle modère l'impact de l'influence sociale sur l'acceptation et l'usage de la technologie. Et donc, une variable modératrice, ça va être une variable qui modère l'effet d'une variable sur une autre. Et là, nous avons aussi d'autres variables modératrices qui sont la fonction d'âge et le genre.
Donc, ce que nous avons ici, nous avons un modèle où il y a des variables manifestes et des variables latentes. Les variables manifestes sont l'ancienneté, la fonction, l'âge et le genre, les variables modératrices, parce que là, on pourrait poser la question directement, et une variable latente, qui est l'acceptation et l'utilisation de la technologie, qui est la variable à expliquer. Et donc, pour mesurer l'acceptation et l'utilisation de la technologie, qui est une variable latente, en fait, je vais poser une batterie de critères, une batterie de questions. Ce n'est pas une seule question. Et donc ici, le chercheur va adapter une échelle de mesure déjà existante. C'est-à-dire, l'auteur principal qui a travaillé sur l'acceptation et l'usage ou l'utilisation de la technologie qui est Van Katesh, c'est l'auteur de lui, il a déjà proposé des échelles de mesure pour mesurer cette variable latente. Et donc, une échelle de mesure, c'est un ensemble de critères composés. Ce sont des questions directes qu'on va poser. Pour chaque question, nous aurons généralement une échelle de type Likert, de 1 à 5, de 1 à 7, de 1 à 9. C'est vous qui choisissez. Vous n'êtes pas obligé de retenir exactement le même nombre de points pour chaque échelle, parce que ça dépend de votre cible à vous, des degrés de nuance que vous avez dans votre cas, dans votre problématique, dans votre échantillon. Et donc, on va prendre une échelle de mesure déjà existante. C'est quoi une échelle de mesure? Une échelle de mesure, c'est lorsqu'on considère que la variable latente, c'est une variable multidimensionnelle. Pourquoi elle est cachée? Pourquoi elle n'est pas manifeste? C'est parce que tout simplement, elle se compose de plusieurs dimensions, ce qui est une chose très difficile à mettre en avant et à exprimer avec une aise et avec une facilité. Et donc, puisque c'est une variable qui est multidimensionnelle, ça suffit de faire une recherche pour voir de quoi se compose cette variable et de proposer des items pour mesurer chacune des sous-dimensions de cette même variable. Et donc, pour les échelles de mesure, généralement, elles existent dans la littérature. Et donc, ça suffit de prendre une échelle déjà existante et l'adapter à son contexte. C'est-à-dire, si elle est déjà produite en français, la chose est simple. Il faudrait juste changer la catégorie de produit de l'auteur à notre catégorie de produit à nous. Ici, il a travaillé sur Sapelli Energizer, par exemple. Et l'auteur a travaillé directement sur cette échelle. Si l'échelle est produite en langue étrangère, en anglais, en espagnol, n'importe, il faudrait vérifier la traduction, c'est-à-dire on fait le double tracking, c'est-à-dire une traduction du français, de l'anglais vers le français dans un premier temps, et demander à une autre ou à deux autres personnes qui sont expertes dans la langue de faire la retraduction du français maintenant vers l'anglais et comparer les versions pour voir si nous avons traduit l'échelle avec fidélité, si nous avons exactement toutes les dimensions. D'accord? Donc ça, c'est une variable latente. Je répète, une variable latente, c'est une variable qui n'est pas manifeste, c'est-à-dire on ne peut pas poser la question directe, comme dans le cas des variables en bas, que vous voyez, la fonction, là je pourrais poser une question directe, quelle est votre fonction au sein de l'entreprise? Pour l'âge, c'est une question directe, quel est votre âge ou quelle est votre tranche d'âge? Le genre ou le sexe, quel est votre genre? L'ancienneté, quelle est votre ancienneté au poste? On parle en matière de nombre d'années. Donc, ce sont des questions directes, des questions manifestes. On n'aura pas de problème à les mesurer parce qu'on va les capter directement. Maintenant, la question, c'est dans les variables latentes. Une variable latente, c'est une variable cachée. Le répondant ne peut pas nous répondre par un oui ou par un non, ne peut pas nous donner une réponse très synthétique et rapide. Il faudrait revoir un peu cette variable, revoir ses dimensions, chercher dans la littérature, est-ce que c'est une variable qui a déjà été mesurée? Si ça a été mesuré, c'est très bien. Je prends l'instrument de mesure
que vous voyez devant vous ici. J'ai 3 items qui sont proposés par l'auteur, qui est Venkatesh. Je prendrai l'échelle de Venkatesh et je vais l'adapter à mon contexte, à moi, en changeant les termes relatifs à la catégorie de produit ou au contexte général du test de cette variable. Et donc, toutes les variables devraient être mesurées. Alors, avant de passer à l'autre point, je vais répondre à des questions qui m'ont été posées. Simedi, peut-on utiliser ce modèle dans la mesure de l'acceptation des services publics digitaux lancés par l'État marocain? Oui, parce que, en principe, cet auteur travaille sur tout ce qui est utilisation de technologie. Il ne précise pas uniquement est-ce que c'est uniquement au secteur public, privé, entreprise ou autre. Donc, si l'auteur ne précise pas que c'est uniquement dans le cas des entreprises, oui, on peut l'apprendre. Il faudrait juste revenir pour vérifier s'il n'y a pas de problème. C'est Hamza. Comment peut-on démontrer qu'une variable est une variable de contrôle? Comment peut-on démontrer qu'une variable est modératrice? Alors, une variable modératrice, c'est une variable qui modère l'effet d'une variable sur une autre. Une variable de contrôle, c'est une variable pseudo-expérimentale, c'est-à-dire ce sont des conditions que nous contrôlons, nous, en tant que chercheurs. C'est-à-dire, je vais travailler uniquement dans ce cas de figure ou dans ce cas de figure. D'accord? Mais l'objectif aujourd'hui, ce n'est pas de parler de ce type de variable. Peut-être qu'on va en parler ultérieurement. C'est Hamza, concernant la traduction des échelles déjà existantes, est-ce qu'on doit écrire la démarche suivie en détail dans le rapport de thèse? Oui, c'est-à-dire traduction de l'échelle, je commence par dire l'échelle d'origine, la voilà. Elle se présente en langue telle et telle, et je l'écris en toutes lettres avec la langue d'origine. Et je montre comment j'ai fait la traduction. Ben, généralement, on le dit rapidement, hein, en une ligne ou deux, ou parfois juste en note de bas de page, on dit que nous avons procédé à la traduction par double tracking, c'est-à-dire faire le suivi de la traduction. Comment on appelle ça? Two-way back, ou two-way translation back, ou double tracking. Il y a plusieurs appellations pour cette démarche, mais il faut juste le mentionner et mentionner l'échelle d'origine et notre version pour que les évaluateurs ou les lecteurs puissent aussi vérifier avec nous notre objectivité et notre fidélité dans la transcription. C'est Faisal. C'est Faisal, oui. En fait, il a dit l'échelle de mesure, on peut la prendre telle qu'elle est, ou alors on peut la contextualiser. Ce sont deux choses. Là, je ne parle pas de la contextualisation d'une échelle de mesure dans sa globalité. Là, je parle juste d'une échelle de mesure que j'ai prise et que j'ai adaptée à mon contexte. D'accord? Lorsqu'on veut contextualiser une échelle de mesure, c'est une autre chose. C'est-à-dire, on va retravailler sur l'échelle de mesure selon le paradigme de Turtil. Et je vais parler tout de suite après sur le paradigme de Turtil. Et là, je vais répondre à cette question-là. Quand on parle de variable modératrice ou médiatrice, est-ce que c'est quelque chose que nous devons tester dans l'étude, etc. Alors, la nature des variables médiatrices, modératrices, nous allons le développer dans la séance prochaine. D'accord? Je préfère. Pour qu'on reste aujourd'hui uniquement sur les échelles de mesure. Sur Omar Bousta, modèle TAM on peut l'appliquer à la mesure de l'acceptation technologique. Oui, oui, bien sûr, parce que ça s'appelle Technology Acceptance Model, hein, TAM, Technology Acceptance Model. Donc, ça s'appelle la mesure de l'acceptation. Mais est-ce que vous parlez de l'acceptation ou vous parlez de la mesure? Là, je comprends. La mesure, c'est la mesure d'une variable. Je ne mesure pas un modèle tout entier. Là, je parle de la mesure d'une seule variable. Là, je parle, dans le cas qui est devant nous, l'utilité perçue, je vais la mesurer. L'acceptation et l'utilisation d'une technologie, je vais mesurer cette variable uniquement. Là, je ne vais pas parler du modèle tout entier. Non, je parle d'une seule variable. Parce que le test du modèle, c'est des liens qui
compose un peu ce modèle. Oui, bon, si Ardouane, effectivement, il y a beaucoup d'évolutions. En tout cas, le débat ici n'est pas un débat théorique, mais c'est un débat méthodologique. Très bien. Donc, je pense que là, j'ai répondu à l'ensemble des questions. CS Sam, bienvenue avec nous. Euh, je vous souhaite bonne découverte avec nous. CS Sam, bonne tarab. Très bien. Donc, je continue à expliquer que nous avons, dans le cas du modèle que nous avons devant nous, plusieurs liens entre des variables latentes et des variables manifestes, très simplement. Donc, la variable latente, c'est une variable qui se compose d'un ensemble d'instruments, d'un ensemble d'items, et il faut absolument que l'échelle de mesure une échelle de mesure validée par la littérature parce que généralement les démarches quantitatives sont des démarches post-positivistes ou positivistes et donc il faudrait s'approcher de l'objectivité au maximum. Si Ali Alaoui, bienvenue avec nous, j'espère que vous allez très bien. Maintenant, on va parler de l'échelle de mesure. L'échelle de mesure, c'est un moyen de mesurer un construit qui attend. Je vais donner un exemple relativement simple. Vous avez, par exemple, été invité à un dîner dans un beau restaurant. Vous avez bien mangé, on vous pose la question, comment vous trouvez le repas? C'était bon, c'était pas bon? Alors en fait, vous allez dire, oui, c'est bon, mais ça ne m'a pas rassasié. Ou alors vous allez dire, oui, c'était très bien le repas, mais l'ambiance n'était pas bonne. Et donc, en fait, il y a toujours un mais. Pourquoi? Parce que l'appréciation générale d'un repas, c'est une appréciation multidimensionnelle. Lorsque vous mangez dans un restaurant, il y a plusieurs critères qui entrent en jeu. Et donc, c'est une évaluation composée. C'est une évaluation de plusieurs critères à la fois. Les gens qui travaillent dans l'hôtellerie vont nous comprendre. Hein. Pour rapprocher aussi les exemples à nos chers amis Aissam Buntarak et Ali Alaoui qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes aussi dans le tourisme, le voyage, la distraction et l'animation d'une manière générale. Je pense que vous êtes toujours dans ce contexte-là. Donc, lorsque vous avez un client, par exemple, qui a eu une prestation de service et que vous cherchez à ce que cette personne-là soit satisfaite, il faudrait en fait cerner toutes les dimensionnalités de ce service-là, parce que c'est un service composé. Et donc, je reviens à mon exemple du restaurant. Donc, l'appréciation d'un repas ou l'appréciation d'un dîner dans un restaurant va commencer à partir du moment où la personne va garer sa voiture. Est-ce qu'elle a trouvé facilement un lieu où il va garer sa voiture ou pas? Il va galérer pour garer sa voiture ou pas? Après, à l'entrée du restaurant, comment ça a été? Est-ce que c'était plaisant ou pas plaisant? Après, l'odeur qu'il va sentir, est-ce qu'elle était plaisante ou pas plaisante? Après, l'ambiance, comment elle a été? La musique, comment elle a été? Par la suite, l'attitude du serveur, comment elle a été? La mise en place, elle a été? La disposition des couverts, comment elle a été? L'emplacement de la table, comment il a été? Par la suite, le service, comment il a été? L'entrée plat dessert, est-ce qu'ils étaient bien articulés ou pas? Ce qu'on appelle la continuation, est-ce qu'elle a été bonne ou pas? Par la suite vient tout ce qui est saveur, goût, etc. Par la suite vient tout ce qui est composante nutritionnelle. Par la suite vient la question, la personne fait un régime spécial ou pas. Vous voyez, c'est une batterie de critères. Et donc, je ne peux pas poser la question purement et simplement, est-ce que le repas t'a plu? Ou est-ce que tu étais satisfait, oui ou non? Ça, c'est un problème. Et donc, nous avons aujourd'hui des échelles de mesure déjà existantes. Si j'ai envie de mesurer
la satisfaction d'un service, il y a un outil qui s'appelle Serval, qui est existant. C'est une batterie de, je ne sais pas, de 12 ou 15 critères qui sont déjà existantes. C'est-à-dire, il y a déjà des gens qui ont travaillé sur cela et qui vont fournir cette batterie de critères. Et donc, lorsque j'ai envie de poser la question, je vais poser la question par rapport à tous ces éléments qui ont été validés par les autres. S'il n'y a aucune échelle de mesure qui est existante, là, c'est un problème. C'est-à-dire, je dois moi-même créer mon échelle. C'est-à-dire, j'ai beau chercher, mais je n'ai trouvé aucun autre auteur qui a mesuré le même concept ou la même variable que moi. Là, je dois moi-même créer cette échelle de mesure. Maintenant, comment on va créer cette échelle de mesure? Il faut d'abord être un chercheur, ou alors il faut faire appel à des chercheurs ou à un cabinet qui pourrait faire les pour nous, et on va adopter ce qu'on appelle le paradigme de Churchill. Donc, le paradigme de Churchill, ce n'est pas Winston Churchill, hein, c'est un autre auteur, Churchill du MIT, et c'est l'un des articles les plus cités en sciences de gestion. Vous pouvez mettre rapidement paradigme de Churchill sur Google, vous trouverez l'article. C'est un petit article de 6 pages ou de 7 pages, mais vraiment, c'était parmi les articles les plus cités en sciences de gestion. Donc, le paradigme de Churchill, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pour créer une échelle de mesure, vous avez besoin de 4 étapes. Très rapide. Je vais dire, première étape, c'est l'étude qualitative de type revue de littérature. C'est-à-dire, vous allez commencer par faire une recherche, l'appréciation d'un repas de restaurant. D'une manière générale, qu'est-ce qui a été dit? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il y a comme écrit? Qu'est-ce qu'il y a comme production scientifique dans ce sens? Des choses qui sont objectives. Et vous allez commencer par dresser votre liste de critères sélectionnés de votre revue de littérature ou de votre recherche documentaire. C'est-à-dire, c'est une recherche documentaire que vous allez faire dans un premier temps. Après avoir cela, deuxième étape, c'est une étude qualitative exploratoire. C'est-à-dire des entretiens semi-actifs avec des répondants. Il faudrait qu'ils soient en échantillon représentatif. Et l'autre jour, lorsqu'on a parlé des études qualitatives, on a dit un échantillon qualitatif représentatif, c'est aux alentours de 30 personnes. Vous allez leur poser la question concernant l'appréciation d'un repas dans un restaurant. Vous avez toujours une seule question, ou une seule macro-question. Mais vous allez diguer. Diguer, c'est-à-dire vous allez approfondir la discussion, vous allez approfondir certains points pour voir ou pour essayer de découvrir s'il y a autre chose à laquelle les gens font attention à part ce que vous avez lu dans les ouvrages ou dans la littérature. Lorsque vous allez poser la question dans cette phase qui est qualitative exploratoire, là, vous aurez une batterie de critères. Là, on imagine, il y a des critères qui vont se répéter, il y a beaucoup de répondants qui vont dire les mêmes critères, et il y a beaucoup de répondants qui vont aussi rajouter de nouveaux critères. Donc, d'une manière générale, pour une échelle normale, l'ensemble des critères que vous pouvez avoir, c'est aux alentours de 80 critères, 90 critères, jusqu'à une centaine de critères. Généralement, ce qu'il y a. Toutes les études qu'on a vues, elles aboutissent un peu à ça. Donc, c'était la deuxième phase. J'ai dit première phase, c'est l'étude. Bon, je pourrais carrément. Bon, je vais avancer parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc, j'ai dit première phase, c'est la phase de la recherche documentaire. Deuxième phase, c'est l'étude qualitative exploratoire où on pose la question ouvertement aux gens et on leur demande de répondre ouvertement. Et on va aboutir à une tri de nombreux critères. Troisième étape, c'est une étude quantitative exploratoire, c'est-à-dire sur un échantillon représentatif statistiquement qui est un échantillon quantitatif maintenant, c'est-à-dire un échantillon de 300, de 400, de 500 personnes, mais minimum de 100 personnes. Là, je vais essayer de poser la même question, mais maintenant avec les critères que j'ai pu collecter de l'étude qualitative, les critères ou les 90 critères, tous. On va les poser aux gens et on va leur dire, est-ce que vous aussi, vous vous basez sur ces critères pour évaluer la qualité d'un repas lors d'un dîner dans un restaurant? Je ne suis pas du tout d'accord, jusqu'à tout à fait d'accord. Et en fonction des réponses des gens, je vais faire des statistiques
quantitative exploratoire pour découvrir le regroupement des items ou pour sélectionner ce qu'on appelle la sélection des items. On va sélectionner les items et par la suite, je vais essayer de les regrouper sous forme de petites catégories. Donc, il y aurait des gens qui vont dire pas du tout d'accord sur 20 ou 30 critères, moyennement d'accord sur 10 ou 15 critères, pas du tout d'accord sur 10 ou 15 critères, etc., etc. Et donc, à partir de là, je vais faire des statistiques de segmentation et je pourrais avoir des petits groupes de variables. Et donc, je pourrais les regrouper en critères relatifs à l'ambiance, critères relatifs à l'environnement général, critères relatifs au goût, critères relatifs au service, critères relatifs au prix, critères relatifs à la qualité ou à la valeur nutritionnelle, par exemple. Et donc là, je pourrais avoir des petits segments. Dans chaque segment, il y a un sous-nombre de variables qui pourraient être de 8, 10 ou 12 critères par variable, tout en sachant que je pourrais éliminer déjà pas mal de critères. Et donc, cette étude quantitative exploratoire pourrait faire que que je sois passé, par exemple, de 90 critères à quelque chose comme 40 critères ou 30 critères, parce que j'aurais éliminé beaucoup et je pourrais avoir déjà eu des petits regroupements. Dernière étude que je vais faire, c'est une étude quantitative confirmatoire sur un autre échantillon. En principe, il doit être plus grand que le premier, parce que ça doit être plus robuste. Et donc 200 et plus également, 300, 400, ce que je peux faire. Et donc, lorsque je vais poser la question, je vais la poser maintenant selon la dernière configuration que j'ai eue. La configuration avec réduit d'items, qui est le 30 items, et une configuration avec les regroupements. Les regroupements sous forme de catégories de critères ou de petites batteries de critères. Et là, je vais demander aux gens toujours de répondre maintenant dans un contexte donné, c'est-à-dire dans le contexte des petits regroupements que j'ai pu effectuer. Lorsque je vais poser la question aux gens, par la suite, je vais aboutir à la forme définitive de l'échelle, qui va être une échelle composée, par exemple, de 4 ou 5 dimensions. Dans chaque dimension, il y a des petites questions, mais au total, pour être une échelle réduite à 16 ou 14 critères qui vont être confirmés. Je prends cette échelle de mesure et ça va être mon instrument de mesure à moi pour la satisfaction d'un repas. Et donc, c'est une démarche qui est aussi professionnelle, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'être chercheur pour la faire. Si moi, je suis un professionnel dans un domaine donné, je pourrais au fur et à mesure être ouvert à ce que disent les gens pour voir à quoi ils font attention. Et à chaque fois, je pourrais lancer des petites enquêtes de satisfaction. Je demanderai aux gens de cocher oui, non, ou de 1 à 5, de 1 à 5, pas du tout satisfait jusqu'à très satisfait. Et au fur et à mesure, je vais affiner ma batterie et vers la fin, je pourrai avoir mon instrument de mesure à moi. Et donc, la démarche de test des hypothèses va se baser sur ces échelles de mesure-là qui vont être soit adaptées de la littérature, soit créées, soit maintenant contextualisées. Et là, je reviens à ce qu'a dit Faisal tout à l'heure. Il a dit la contextualisation. Donc, la contextualisation d'une échelle de mesure, c'est lorsque je trouve une échelle de mesure, toujours dans le même exemple, une échelle de mesure de l'appréciation d'un repas au restaurant, mais toutes les échelles qui existent sont des échelles qui concernent le contexte américain ou européen ou asiatique. Et je ne trouve aucune échelle de mesure qui concerne le contexte marocain. Au Maroc, nous avons tagine, nous avons tangia, les gens mangent avec la main, parfois ils ne mangent pas toujours avec les couverts. Au Maroc, on a besoin d'un design plus ou moins traditionnel, on a besoin d'ambiance plus ou moins traditionnelle. L'attitude du serveur chez nous les Marocains ne ressemble pas beaucoup à l'attitude des serveurs à l'européenne ou à l'asiatique ou à l'américaine, etc., etc. Donc, lorsque je trouve qu'il y a des échelles de mesure qui existent, mais aucune n'est susceptible d'expliquer ma réalité dans mon contexte à moi, là, j'ai besoin de
contextualiser des échelles de mesure. C'est-à-dire, je prendrai un ensemble d'échelles de mesure qui sont déjà existantes, mais je vais les combiner pour construire ma batterie à moi. Et donc, ma revue de littérature ne va pas être une revue de littérature des critères, mais elle va être une revue de littérature des échelles qui existent. Je vais les rassembler, je verrai, est-ce que j'aurai besoin toujours de passer par une étude qualitative ou pas. Sinon, je prendrai l'échelle de mesure et je ferai les études quantitatives exploratoires et les études quantitatives confirmatoires pour valider mon échelle de mesure dans mon contexte. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est de choisir des cadres conceptuels avec des variables existantes, avec des variables qui ont déjà été testées pour vous faciliter la tâche. Parce que sinon, si vous voulez vous-même votre échelle de mesure, eh bien, il vous faut 3 terrains juste pour l'échelle. Un terrain qualitatif, un terrain quantitatif exploratoire et un terrain quantitatif confirmatoire, rien que pour l'échelle. Après avoir validé l'échelle, là, vous aurez votre dernier terrain, ce qu'on appelle la collecte finale de données, et c'est là où vous allez, administrer l'enquête pour tester des hypothèses. Vous voyez, vous aurez besoin de 4 gros terrains, 3 terrains pour la validation et un terrain final. Et donc, généralement, c'est une grosse valeur ajoutée, hein, parce que là, vous pouvez avoir un taux de citation sur vos articles qui vont être intéressants, surtout si vous travaillez sur des échelles de mesure qui intéressent la communauté scientifique. Ça va être une nette valeur ajoutée. Nous avons une doctorante qui a fait déjà ça, il va soutenir, c'est Celt Alfaoui, je ne sais pas si elle est avec nous aujourd'hui ou pas, mais elle a fait ça. Elle a créé sa propre échelle de mesure et c'est excellent, c'est un travail louable. Mais est-ce que vous avez les moyens pour le faire? C'est-à-dire, pour faire ça, il faudrait que vous ayez déjà eu un master recherche, il faudrait que vous ayez déjà eu à faire des études quantitatives, vous êtes déjà exercé dans ce sens avant et vous avez beaucoup de temps. Vous ne travaillez pas en parallèle, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en parallèle. Vous ne travaillez pas en parallèle parce que vous devez travailler 10 à 12 heures par jour sur les 3 ou 4 ans pour pouvoir réaliser ces 4 terrains et pour pouvoir faire les choses selon les règles de l'art. Vous voyez, après, c'est une question de volonté aussi. Très bien. Donc, nous avons beaucoup d'échelles de mesure dans la littérature. Il y en a énormément. Une échelle de mesure a besoin par la suite d'être validée. C'est pour ça qu'on parle de validité interne et de fiabilité d'une échelle de mesure. La validité, c'est généralement avec les analyses factorielles de type ACP. Et fiabilité, c'est avec l'alpha de Cronbach. C'est pour besoin de faire cet alpha de Cronbach. Donc, une astuce relativement simple, si vous cherchez une échelle de mesure pour une variable donnée, vous mettez le nom de la variable que vous voulez, vous mettez échelle de mesure ou scale, et vous mettez alpha de Cronbach. Lorsque l'auteur parle d'alpha de Cronbach, c'est-à-dire forcément il a testé une échelle, et donc là, vous pouvez trouver vos items que vous cherchez. Les items, en principe, sont toujours disponibles. Vous pouvez les trouver vraiment très, très rapidement. Alors, je vais répondre aux questions parce que je pense que je vais m'arrêter là sur l'échelle de mesure. La séance prochaine, on verra la nature des variables, quel outil pour le test des variables et pour les rôles des variables explicatives, expliquées, médiatrices, modératrices, du contrôle, variables expérimentales, etc. Donc, je vais essayer de répondre à vos questions maintenant, parce qu'il nous reste 5 minutes. Rojo Dami. S'il vous plaît, j'ai dans mon modèle un construit information qualitative. Je compte faire une catégorisation de cette variable sur la base de la littérature et une étude exploratoire.
question, est-ce que je dois passer par le paradigme Churchill pour valider mon échelle de mesure? Oui, oui. Vous ne pouvez pas proposer une échelle de mesure en vous basant uniquement sur une étude qualitative exploratoire. Non, non. Parce que dans ce cas, on va considérer que votre terrain final, c'est juste un terrain de purification de l'échelle et non un terrain de test de l'hypothèse. Donc, vous devez la faire. Vous devez faire un terrain quali et quanti. Est-ce que c'est obligatoire de passer par l'exploratoire alors que les échelles de mesure sont déjà collectées? J'ai dit, si l'échelle de mesure existe dans la littérature et si elle est adaptée à votre contexte, vous la prenez telle qu'elle est. Vous faites juste la traduction. Si elle n'est pas adaptée à votre contexte, il faudrait voir qu'est-ce que vous devez rajouter. Si c'est une légère adaptation, vous pouvez faire uniquement un premier quanti. Mais à mon sens, bon, en tout cas, c'est discutable. Je pense que des questions pareilles, il faudrait les discuter avec votre directeur de thèse. Pourquoi? Parce que c'est votre directeur de thèse qui va vous défendre le jour où les membres du jury de soutenance vont essayer de vous attaquer. Vous voyez? Si lui vous dit, vous pouvez vous contenter d'une étude uniquement, c'est-à-dire que lui, il peut défendre ce choix le jour J. Bah, lui, il pourra avoir des arguments. Il va dire, oui, l'échelle est déjà existante et tout et tout. Il nous faut juste quelques petites adaptations, changer juste X par Y, etc. Donc, ça ne nécessite pas vraiment du quanti. Dans ce cas, oui. Luxe pour les variables, par exemple, le produit. Il n'y a pas d'échelle de mesure dans la littérature, mais on sait soit ce produit est labellisé ou pas. On peut, par exemple, poser une question directe, produit labellisé ou non labellisé. Alors, pour luxe, le contexte du produit, c'est une discipline du marketing. Nous avons le marketing produit, le marketing prix, etc. Lorsqu'on parle du produit, c'est un concept très profond. Nous avons la valeur intrinsèque, la partie tangible, intangible, la qualité perçue, l'identification, le cycle de vie, la labellisation. Il y a énormément de choses à étudier dans un produit. Packaging, aspect visible, il y a beaucoup de choses à étudier dans un produit. Et donc, il faudrait refaire une revue de littérature pour cerner ce que vous étudiez exactement dans le produit comme dimension. Parce que lorsque vous dites labellisé ou non labellisé, c'est-à-dire que vous vous intéressez à la labellisation du produit et non au produit tout court. C'est pour ça qu'il faut être très très précis au niveau de la formulation des concepts que vous avez. Riesland Blue, c'est pour quand la séance prochaine? Donc, mardi prochain, même heure, Inch'Allah. Sifouad Sarkawi, bonjour. Je vous rappellerai juste après. Je m'excuse, j'ai coupé. Si Hamza Bourzine. Ok, pour les modèles. Premier, second rang. Ok, là, je pense que vous parlez plus précisément des modèles à mettre dans les équations structurelles. Inch'Allah. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Si Hamza, il y a des auteurs qui préconisent l'utilisation de l'analyse factorielle au lieu de l'ACP. Si Hamza, là, pour moi, l'ACP, il y a l'analyse factorielle, c'est la même chose. Parce que l'analyse factorielle en composante principale, c'est l'analyse factorielle en composante principale. Mais nous, on parle d'analyse factorielle parce que je ne peux faire l'ACP que si les conditions de validation de l'ACP sont toutes réunies, donc la normalité de la distribution, l'indépendance de terminaire, il y a beaucoup de choses. Donc, il y a des conditions préalables pour faire des statistiques paramétriques. Parce que l'ACP, c'est une statistique paramétrique. Donc, ça dépend, est-ce que vous voulez faire une statistique paramétrique ou pas, ou ça dépend de la nature des variables. Si Omar, il travaille sur un modèle préétabli, est-ce que je prends les mêmes échelles de mesure? Oui, si les échelles de mesure sont adaptables à votre contexte, il faudrait juste le dire dans le paragraphe méthodologique. Vous allez dire, vous avez un terrain qui ressemble beaucoup au terrain du chercheur, voilà pourquoi, et vous prenez l'échelle. Mais il faudrait faire attention, elle est où votre valeur ajoutée si vous travaillez sur un modèle préétabli.
Il faut avoir une valeur ajoutée quand même. Donc, il faudrait changer des variables, créer de nouvelles variables, lancer de nouvelles variables, etc. C'est important. Mademoiselle Hasna ou Madame Hasna, si on a trouvé une seule étude dans notre contexte et on ne sait pas s'ils ont suivi toutes les étapes du paradigme, non, on n'a pas besoin, on n'a pas besoin. Ça suffit de prendre l'échelle de l'auteur directement. On va dire l'auteur tel et tel a publié l'article. Bah, il faut que ce soit une revue ou un article publié dans une revue scientifique avec comité de lecture qui soit indexé avec facteur d'impact. Parce que si c'est comme ça, bah, les évaluateurs ont fait leur travail. Ils ont demandé à l'auteur de leur donner les échantillons, de leur donner les bases de données. C'est-à-dire que les évaluateurs de cet article ont bien fait leur travail. Hein. Donc, on va prendre direct. Tu n'as pas besoin de vérifier si l'auteur a fait le paradigme de Churchill ou pas. Hein. Ce n'est pas pour une thèse. Là, je n'ai pas compris. Donc là, je dis, si vous trouvez une échelle de mesure, vous l'adaptez à condition que l'échelle de mesure soit produite dans un papier respectable. Une thèse soutenue où les membres du jury sont connus, hein, parce qu'on ne prend pas une thèse juste comme ça. Hein. Il faudrait voir cette thèse était faite par qui est le directeur de thèse, qui est l'évaluateur. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Les thèses de doctorat ne sont pas toutes une référence. Ce n'est pas parce que c'est une thèse qu'il faudrait prendre les documents ou les informations de cette thèse. Hein. Mais il y a des gens qui font des raccourcis. Il y a parfois des soutenances qui se font dans des conditions, je ne sais pas, parce qu'il y a parfois des critères subjectifs qui entrent en jeu dans les soutenances. Alors, il faut vérifier qui est l'auteur et surtout qui sont les membres du jury. C'est avec ça que vous allez pouvoir sélectionner. Mais bon, que ce soit pour une thèse ou que ce soit pour un article, là, vous avez besoin de faire le paradigme de Churchill. Lorsque vous êtes dans la démarche scientifique, si vous n'êtes pas dans la démarche scientifique, si c'est juste à titre professionnel ou autre, bah, vous pouvez faire le paradigme de Churchill à 60%. Hein. C'est à vous de privilégier les étapes que vous jugez comme étant les plus pertinentes et les plus utiles. Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes les questions. Bon, la vidéo de cette présentation elle est disponible tout de suite sur Qaraya Fdar, hein, sur Qaraya Fdar. Après, parfois, je fais certains montages juste pour sélectionner les rubriques qui sont intéressantes et je les mets dans la chaîne SOS Medo. Alors, rien. Alors là, je pense que j'ai compris ce qu'a dit Madame ou Mademoiselle Hasna. Elle a fait une étude qualitative et après 30 individus, elle a trouvé de nouvelles variables. Bah, j'avais déjà expliqué ça le jour de l'étude qualitative. J'ai dit l'étude qualitative, elle n'a pas d'échantillon figé et fixe, mais on cherche le seuil de saturation. Le seuil de saturation est atteint lorsque l'individu N plus 4 ou N plus 5 ou N plus 6 ne rapporte plus de nouvelles informations plus que celles qui sont rapportées par l'individu N. Et donc, j'attendrai, par exemple, si j'ai atteint 30, donc le 31e, 32e, 33e, 34e, 35e personne ne rajoute plus aucune nouvelle information. Vous voyez, c'est là où je dis donc le seuil de saturation a été atteint au niveau de 30. Mais faites attention, les échantillons qui tournent autour de 30 à 50 répondants, c'est pour les études cernées, c'est pour les petites études, c'est pour les études cadrées. Mais lorsque j'ai énormément de choses à analyser, par exemple, la satisfaction d'un client du service d'un hôtel. Alors, un hôtel, c'est énorme, vous voyez. Donc, un échantillon de 30 ne va pas être suffisant. Pourquoi? Parce que sur l'hôtel, il y a énormément de choses à analyser.
Il y a le spa, il y a le service animation, il y a le dîner, il y a le déjeuner, il y a le resto, il y a la salle de sport, il y a énormément de choses, vous voyez. Donc, avec 30 ou 40 répondants, je ne pourrais pas avoir ça. C'est-à-dire que je pourrais avoir des sous-échantillons pour chaque rubrique, vous voyez. C'est pour ça que peut-être pour vous, mademoiselle Hasna, au-delà de 30, vous continuez à avoir de nouvelles informations. Juste pour vous dire, j'ai déjà vu une étude qualitative. J'avais contribué de loin à cette étude, mais c'était une étude qualitative où il y avait 120 répondants juste pour l'étude qualitative, parce qu'il y avait énormément de dimensions. Là, ce n'était pas une échelle de mesure, mais c'était une problématique qui touche à la technologie. Très bien, donc je vous remercie de votre attention. J'espère que c'était clair. La séance prochaine, même heure, même endroit, Inch'Allah. Vous pouvez toujours revenir à notre chaîne SOS Méthodo pour revenir sur les vidéos de base du questionnaire, des variables, etc. Et je mettrai au fur et à mesure de nouvelles vidéos sur la chaîne, Inch'Allah. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.